Alors, bienvenue dans cette série, Le cadre du dialogue, qui vise à équiper les couples en vue d'un dialogue qui va permettre la résolution de difficultés au sein du couple. Le parcours qui est proposé est vraiment en trois grands éléments. Celui de maîtriser l'impulsivité. Alors, comme vous savez, dans les conflits de couple, une des difficultés les plus importantes, c'est le fait que les deux manifestent tellement d'impulsivité qu'on attaque et contre-attaque. Alors, évidemment, on ne s'en va pas vers une résolution de problème et l'impulsivité n'aide pas du tout à visiter les difficultés réelles. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va d'abord identifier notre monde émotionnel, c'est-à-dire de comprendre que le monde émotionnel est au contrôle vraiment du dialogue. Alors, regardez bien. Ce que j'ai pu observer, c'est que l'histoire se répète. C'est-à-dire que les conflits dans le couple, les chicanes qu'on a, franchement, sont prévisibles et sont réellement toujours les mêmes. Regardez bien. Monsieur dit, voilà chérie, j'ai acheté une lampe de chevet pour notre chambre. Et, ah non, ça ne convient pas du tout. Attends, on va regarder ce que ça donne. Il n'en est pas question, je ne veux rien savoir de cette lampe. Mais tu ne me laisses même pas l'occasion de l'essayer. Je ne veux pas discuter de cette lampe, je n'en veux pas, un point, c'est tout. Hey, t'es bloqué pas à peu près. Tu passes ton temps à m'imposer tes affaires, je ne veux pas discuter. C'est impossible d'avoir une conversation avec toi. Non, pas pour cela, tu ne me feras pas changer d'idée. C'est toujours pareil, une fois que c'est non, on ne peut plus discuter. Je ne me ferai pas imposer quoi que ce soit. Donc ça, c'est une chicane typique dans un couple, n'est-ce pas? Mais assez bizarrement, c'est la même chicane sur un autre sujet. Il s'agit simplement de remplir les blancs. Alors, quand ce n'est pas une lampe, c'est une sortie, c'est une situation avec un enfant, etc. Il s'agit juste de remplir les blancs. C'est la même chicane, voyez-vous? Et c'est les mêmes arguments. Et on sait comment ça va terminer. Comment ça se fait que les chicanes sont semblables et que l'argument est prévisible? Comment ça se fait qu'on va arriver à la fin, à la même place qu'on était, quel que soit le sujet? Et c'est de ça qu'on s'intéresse parce qu'on sait très bien que le problème, ce n'est pas la lampe, n'est-ce pas? Alors, on veut se rappeler qu'une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Comment est-ce qu'on va entrer dans un dialogue qui va nous permettre d'avoir une conversation qui est douce, calme, sensée? Quel genre de situation va nous permettre de tenir ce langage? On pourrait dire que, excusez, on pourrait dire que quand nous parlons, nous pouvons parler à partir de trois sources à l'intérieur de nous, soit d'un parent, soit d'un adulte, soit d'un enfant. Le parent, il va exprimer les lois, alors que l'enfant va exprimer les sentiments. Normalement, l'adulte devrait être capable de parler dans le moment présent. Ce qui se passe très souvent, c'est que quand nous nous parlons entre nous, nous adressons les choses selon la situation à l'autre. Par exemple, le parent peut parler à l'enfant, c'est-à-dire que un parle des lois à un enfant qui doit se conformer. Okay? Alors, le conjoint et la conjointe doivent se conformer à ce que l'autre a dit.
Ça peut être une option. Et ça peut être dans la chicane du couple, une situation où il y a une asymétrie. Ça peut être aussi que c'est un enfant qui parle à un parent. Et là, il y en a un qui parle dans son monde émotionnel à quelqu'un qui parle vers quelqu'un qui parle avec les lois, qui parle avec sa tête, etc. Donc, encore une fois, il y a une situation où l'émotion est très forte envers une personne qui semble avec laquelle on semble rencontrer un mur. Quelquefois aussi, on pourrait se parler de parent à parent, c'est-à-dire de loi à loi. Tu n'as pas le droit de faire ça, oui, j'ai le droit de faire ça, tu devrais faire ceci, tu ne devrais pas faire cela, etc. Donc, on parle de loi à loi, les droits, les directives, les manières de faire. On peut aussi se parler d'enfant à enfant. Dans ce cas-là, on parle de douleur, de souffrance. Tu ne me comprends pas, quand je te parle, tu ne m'écoutes pas, etc. Et donc là, tout à coup, il n'y a pas d'entente. Idéalement, on devrait parler d'adulte à adulte, c'est-à-dire qu'on est capable de recevoir l'autre et d'entendre qu'est-ce que l'autre est en train de dire. Il faut comprendre que nous sommes tous en développement et quelle que soit la situation, on est à quelque part dans les parcours. Comprenons ce qui est en train de se passer. À l'âge de 0 ans, à ma naissance, je suis totalement dépendant et totalement impulsif. Alors, ma couche est mouillée, j'ai faim, etc. Qu'est-ce que je fais? Je pleure, c'est la seule chose que j'ai. Je pleure et tout à coup, il y a une grosse masse noire qui arrive et qui se penche sur le berceau puis règle le problème. Donc, on apprend deux choses au départ. C'est que si j'ai un besoin, je vais crier. Et l'autre va résoudre le problème. Évidemment, éventuellement, si on veut aller vers une maturité, on voudrait que la personne qui est complètement dépendante devienne autonome, c'est-à-dire qu'elle est capable de suffire à ses propres besoins, et la personne qui est impulsive soit capable de se maîtriser et prendre le contrôle de son monde émotionnel. Alors, il y a deux enjeux là. Et dans le couple, là, ce qui se passe, c'est que dans ces deux enjeux-là, il peut y avoir des différents degrés de développement. Et il y a des degrés de développement qui sont attendus. Par exemple, à l'âge de 4 ans, okay, on s'attend à ce que l'enfant soit propre et qu'il est capable de s'habiller, etc. Autrement dit, dans la courbe ou dans la ligne de développement de l'enfant vers l'autonomie, il y a un certain nombre de responsabilités qui sont attendues tout au long du processus. Okay? Donc, on ne peut pas demander à un enfant de 4 ans d'aller chercher un emploi, mais on devrait être capable de le demander à un enfant de 18-20 ans de se trouver un emploi. Donc, dépendamment du niveau du parcours, il y a des responsabilités attendues en ce qui concerne la capacité d'entrer en autonomie. Inversement, pas inversement, mais en plus, au niveau impulsif, je peux m'attendre qu'un enfant de 2 ans fasse une crise parce que quelqu'un a pris ses jouets, mais c'est tout à fait anormal qu'un adulte fasse une crise à 18 ans parce qu'on a pris ses jouets. Voyez-vous? Donc, il y a une progression de la maturité qui est attendue tout au long du développement, partout. Mais il faut quand même reconnaître que chacun de nous, dans chacun de nos cas, il y a des éléments
qui n'ont pas été au plein développement. Par exemple, si on disait ma vie, c'est comme des points de tarte, OK? Alors, par exemple, tu as les finances, tu as la sexualité, tu as le travail, l'éducation, les relations, etc. Il y a différents domaines de nos vies, on peut en rajouter, donc, il y a certains domaines, par exemple, on a gagné en autonomie. Il y a d'autres domaines qui ont besoin encore de gagner en autonomie. Donc, ce n'est pas toujours égal et ça n'a pas maturé d'une manière homogène. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je prends mon exemple de ma vie à moi, par exemple, personnellement, par exemple, les finances, dans mon cas, quand je suis arrivé dans le mariage, je m'attendais à ce que ma femme s'occupe des finances. Moi, je ne voulais pas m'occuper de ça. Chez nous, c'était ma mère qui s'occupait des finances. Mon père mettait la paye sur le coin de la table, puis c'est ma mère qui gérait tout ça. Quand je suis arrivé dans mon mariage, ma femme ne voulait pas prendre les finances. Alors, évidemment, ça a fait une crise, particulièrement quand elle me posait la question est-ce que tu as payé telle ou telle facture et que moi, je répondais ben écoute, si tu n'es pas contente, tu as juste à le faire, le budget. Prends-le, le budget, je n'ai pas de problème. Et je refusais de gagner à maturité dans ce domaine-là. Évidemment, j'ai dû me responsabiliser et d'arriver à une place où je suis en train de prendre en main mes finances. Donc, c'était un sujet de conflit dans mon couple. Pourquoi? Parce que dans ma vie personnelle, je refusais de prendre cette action de responsabilisation. Donc, dans nos vies, là, à nous, on est dans cette situation-là où des domaines de nos vies n'ont pas gagné à maturité ou n'ont pas été guéris. Par exemple, je peux avoir été blessé à quelque part, puis je suis bloqué dans mon développement émotionnel et je n'arrive pas à me maîtriser là-dessus parce que j'ai été blessé. Donc, j'importe ça dans le couple. Alors, dans les situations de conflit, on se trouve à connecter ou à toucher à ces éléments-là qui n'ont pas été amenés à maturité et qui doivent être amenés à maturité. Personnellement, je trouve que c'est une bénédiction réelle, le mariage, puisque ça met en lumière les endroits où je dois continuer à aller vers la maturité. Ça met en lumière les endroits où il y a une lacune. Et évidemment, l'autre est excellent pour me peser sur le bon piton. Dans une situation de couple, aussi longtemps que je pense que c'est l'autre qui est le problème, évidemment, je ne suis pas en train de m'explorer puis examiner dans ma vie à moi qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, ça jette de la confusion parce que je te demande de changer. Je te demande que tu sois différent. Et je veux que si tu changes, ça va me permettre d'être heureux. Je vais arrêter de souffrir parce que tu vas changer. Autrement dit, mon bonheur passe par le fait que tu changes. Et évidemment, on n'a pas de contrôle là-dessus, n'est-ce pas? On est d'accord avec ça. On n'a pas de contrôle. Alors, comment est-ce qu'on va arriver avec ça? Donc, l'idée, c'est d'entrer dans un cadre de dialogue qui va nous aider à nous responsabiliser, à maturer, à grandir, à visiter ce qui a besoin d'être visité. Alors, pour cette rencontre et pour les autres rencontres, j'aimerais ça qu'on puisse avoir un temps de partage où vous allez partager entre vous et on va y aller étape par étape et on va essayer de construire. Mais dans les partages, tu peux partager ce que tu vis présentement dans ton couple avec l'autre. Tu peux
idéalement parler avec ton monde émotionnel, parce qu'il y a quand même des niveaux de partage, n'est-ce pas? Je peux partager émotionnellement, mais je peux aussi partager seulement du contenu. Okay? J'ai été visiter ma belle-mère à 5 heures hier soir, il n'y avait pas personne, on a soupé ensemble, finalement on est parti. Ça, c'est un partage au niveau d'un contenu, mais je peux aussi partager dans mon monde émotionnel. Je m'inquiétais d'aller voir ma belle-mère parce que j'avais peur qu'elle ne soit pas contente après moi parce que je n'étais pas arrivé à l'heure. J'étais vraiment inconfortable avec elle parce que je sais qu'il y a un foie entre nous, puis on n'a jamais été capable de le résoudre. Voyez-vous, là, on est dans un partage émotionnel. Quand une personne a parlé, il faut que l'autre écoute et idéalement émette un reflet. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est un reflet, vous pouvez simplement répéter qu'est-ce que l'autre a dit ou résumer qu'est-ce que l'autre a dit sans commenter, sans évaluer, sans donner de solution. Il ne faut vraiment pas faire ces choses-là. Pas de conseils, pas d'évaluation, pas de rassurer, rien. Je répète, voici ce que tu as dit. Un reflet, c'est de répéter l'élément émotionnel que la personne a dit. Enfin, comme j'ai dit, je répète le fait qu'il ne faut pas conseiller ou commenter ou rassurer. Et idéalement, un partage de 4 minutes, c'est excellent. Si tu parles longuement, ça n'accomplit pas vraiment ce que ça doit faire. Donc, idéalement, les partages devraient être de 4 minutes chacun. Alors, tu partages qu'est-ce que tu vis. Ou l'autre option pour le moment, est-ce que tu es capable d'identifier qui parle? Est-ce que c'est le parent habituellement, l'adulte qui parle ou l'enfant? Quel est ton discours quand tu parles? Est-ce que tu as une tendance à parler avec des lois, des directives? Ou est-ce que tu as une tendance à parler de ton monde émotionnel? Alors, qui parle habituellement? Et on pourrait aussi se poser la question, quelle est l'émotion qui est derrière la colère? Quand on parle de qu'est-ce qui est derrière la colère, je suis en train de dire que, en général, quand il y a de la colère, c'est un peu comme un iceberg. Il y a la colère ici qui se manifeste dans la relation de couple, mais en dessous de la colère cachée, il y a un sentiment d'impuissance, un sentiment de rejet, un sentiment de mépris, un sentiment d'abandon. Il y a des sentiments forts qui sont en dessous de la colère. Il y en a d'autres, mais juste mettre en lumière que la colère, c'est une deuxième émotion pour cacher la première qui, elle, fait vraiment mal. Donc, dans ta colère, quelle est l'émotion que tu vis dans ton couple qui se manifeste? Donc, bon partage, que le Seigneur vous garde.